Quand une crise financière éclate, l'image qui tourne en boucle sur tous les écrans, c'est souvent celle d'une salle de marché. Ah oui, les fameux courtiers qui hurlent. Exactement. Des courtiers en sueur, des graphiques qui plongent dans le rouge vif, et soudainement, des milliards qui s'évaporent en quelques millisecondes. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Parce que c'est invisible, en fait. Je veux dire, si on regarde un atlas d'anatomie classique, tout est clair. Mm. On voit l'ossature, on voit les muscles, c'est tangible, quoi. Un os est brisé ou il ne l'est pas. Ouais, c'est très binaire. Voilà. Mais la finance, c'est le système nerveux. C'est un réseau de signaux électriques sous-jacents qui dicte absolument tout. Tout à fait. Et si une seule impulsion se brouille, c'est le corps économique entier qui s'effondre. Ce qui rend cette comparaison super pertinente, c'est justement cette invisibilité. Le droit des produits financiers, les réglementations, les algorithmes, tout ça, ça forme l'architecture invisible de notre réalité quotidienne. Et ça nous impacte tous les jours. Constamment. Et d'ailleurs, c'est important de préciser d'emblée, comme le soulignent très bien nos documents de recherche aujourd'hui, que la finance en soi n'a pas de moralité. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ça. Les textes de notre exploration utilisent une métaphore assez prosaïque en fait. C'est comme une voiture. Ah, j'aime bien ça. Le véhicule lui-même n'est ni vertueux ni maléfique. Il peut servir d'ambulance, par exemple, pour amener des capitaux vers la construction d'hôpitaux, d'écoles ou le développement d'énergie propre. Donc le côté utile de la machine, Voilà. Mais conduit de manière irresponsable sans code de la route, il se transforme en une machine à détruire de la valeur. ce qui génère des bulles spéculatives et des drames sociaux, on l'a bien vu. Exactement. Eh bien, la mission de cette plongée au cœur de nos sources documentaires, c'est précisément de décoder ce code de la route. C'est un vaste programme. Oui, on veut comprendre comment on est passé des outils de base, genre la simple action, à un univers d'une complexité complètement folle. Mhm. Et on veut surtout voir comment les règles du jeu ont changé, surtout depuis le traumatisme des subprimes de 2008, et décrypter ce virage monumental vers la finance durable. Mais pour y parvenir, il faut impérativement commencer par les fondations. Les bases, quoi. Oui, avant de parler de sauver la planète ou des crises mondiales, il faut identifier les jetons posés sur la table. D'accord. Et le premier grand clivage selon nos sources, c'est la distinction entre les valeurs mobilières classiques, donc l'action d'un côté, et l'obligation de l'autre. Bon, décortiquons tout ça, pour que ce soit concret pour les esprits curieux qui nous écoutent. Prenons l'exemple d'une petite économie de quartier. Vas-y. Imaginons quelqu'un qui veut financer une boulangerie. Ok. Si on achète une action, on devient techniquement copropriétaire de cette boulangerie avec le boulanger, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Donc, on a un droit de vote sur la couleur de la façade, et si les ventes de croissants explosent, on touche une part des bénéfices, le fameux dividende. Le mécanisme est bien celui-là, ouais. L'actionnaire apporte du capital, il accepte le risque d'entreprise et en contrepartie, il reçoit des droits politiques et financiers. Mais il y a un piège. Le corollaire de ce gain potentiellement illimité, c'est le risque de perte totale. Aïe. Oui, si la boulangerie fait faillite, l'actionnaire est tout simplement le dernier sur la liste des créanciers à être remboursé. Donc il perd tout. Très souvent, oui. Par contre, l'obligation obéit à une logique radicalement différente. C'est un titre de créance. C'est-à-dire? Le détenteur d'une obligation ne possède absolument rien de la boulangerie. Il se contente de prêter de l'argent, par exemple pour l'achat d'un nouveau four. Ah, je vois. Donc l'obligataire ne veut pas s'impliquer dans la gestion, il s'en fiche de la couleur de la façade. Totalement. Il veut juste son taux d'intérêt fixe, disons 5%, peu importe que le pain se vende bien ou qu'il finisse brûlé. C'est son seul objectif, le rendement fixe. Et j'imagine que si la boulangerie coule, ce prêteur a une priorité pour récupérer sa mise? La priorité est totale par rapport à l'actionnaire. En cas de liquidation, on vend le matériel, on rembourse d'abord ceux qui ont prêté l'argent, donc les obligataires, et s'il reste des miettes, elles vont aux actionnaires. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la brique de base du système. Voilà. Mais nos sources montrent que la finance moderne a très vite trouvé ces outils trop rudimentaires en fait. Pas assez rentable peut-être? Surtout pas assez flexibles. Et c'est là qu'une directive européenne, qu'on appelle MiFID II, encadre une catégorie beaucoup plus vaste, les instruments financiers. Ah, on y vient. Oui, c'est là qu'entrent en scène les fameux produits dérivés. Et c'est là que l'image de la boulangerie atteint ses limites, je crois. Parce que les textes parlent d'options, de futurs, de swap. Des termes assez barbares, hein. Ouais, pour quelqu'un qui observe ça de l'extérieur, il faut avouer que ça ressemble furieusement à un casino gigantesque. Bon, décortiquons tout ça. Est-ce que ces produits dérivés ne sont pas juste des paris sophistiqués sur l'avenir, complètement détachés de l'économie réelle? À la base, tout ça, c'est quoi? C'est l'image d'Épinal la plus répandue.
Mais l'analyse juridique montre une réalité un peu différente. Ah bon? Oui, la fonction première d'un dérivé, à la base, ce n'est pas la spéculation, c'est la couverture contre un risque. Une assurance, en gros. Exactement. Le terme dérivé signifie que la valeur du contrat dérive d'un autre actif, qu'on appelle le sous-jacent. Ok, et ça peut être quoi, ce sous-jacent? Ça peut être le cours du blé, le prix du pétrole, l'inflation ou même les taux d'intérêt. Concrètement, comment ça protège une entreprise de la vraie vie? Prenons une compagnie aérienne. Son pire cauchemar, c'est une flambée soudaine du prix du kérosène à cause d'un conflit géopolitique, tu vois. C'est clair. Pour sécuriser son budget annuel, elle va acheter une option d'achat, ce qu'on appelle un call. Un call, d'accord. C'est un contrat juridique qui lui donne le droit, pendant 1 an, d'acheter son pétrole à un prix fixé à l'avance. Disons 80 $ le baril. Et si le marché mondial s'emballe? Si le baril monte à 150 $? La compagnie fait jouer son droit et l'achète à 80. Le dérivé a vraiment agi comme une police d'assurance vitale pour sa survie. Ah, je comprends mieux. Évidemment, la dérive spéculative existe quand des acteurs achètent ces assurances sans même posséder d'avion, juste pour parier sur la fluctuation. Mais l'outil initial a une utilité indéniable. C'est une nuance super importante. Et en parlant de s'adapter à la réalité, les sources de notre analyse pointent une particularité vraiment fascinante dans la législation belge. Oui, le concept d'instrument de placement. C'est ça. Apparemment, pour éviter de courir constamment après l'innovation financière, la Belgique a inventé ça en 2018. C'est décrit comme un filet de sécurité juridique ultra large. C'est une invention géniale de la part des régulateurs belges. En fait, c'est une réponse directe à leur angoisse face aux nouvelles technologies. L'angoisse de se faire dépasser, hein. Exactement. Avant 2018, quand un actif numérique étrange apparaissait, genre une nouvelle crypto-monnaie, les juristes devaient vérifier s'il cochait les cases strictes d'une action ou d'une obligation. Et si ce n'était ni l'un ni l'autre, Le produit évoluait dans un vide juridique total, ce qui laissait la porte grande ouverte aux arnaques. l'horreur. Donc, le législateur belge a créé ce concept un peu fourre-tout. Peu importe la technologie, si ça permet de faire un placement financier en espérant un rendement, paf, c'est un instrument de placement. Le filet se referme instantanément. C'est ça, la régulation s'applique tout de suite. Bon, ça règle le problème des trous dans la raquette. Mais si la table de jeu est aussi vaste, comment on s'assure que les parties restent loyales? Eh bien, c'est tout l'enjeu des règles contre les abus de marché. Le règlement MAR, c'est ça? Market Abuse Regulation. D'après nos documents, la philosophie de ce texte tient en un seul concept, la transparence intégrale. Le règlement MAR part d'un postulat très simple en fait. Sans confiance, les marchés meurent. Logique, elle. D'abord, l'opération d'initié. Ensuite, la divulgation illicite d'informations privilégiées. Donner un tuyau à un ami, quoi. Et enfin, la manipulation de marché. Ouais, si on veut imager le délit d'initié, on pourrait comparer la bourse à une immense table de poker. J'adore le poker, vas-y. Le délit d'initié, c'est être le seul joueur autorisé à voir les cartes du donneur avant de faire sa mise. C'est une triche absolue, oui. C'est une asymétrie d'information qui rend la partie complètement truquée. L'analogie est parfaite. Mais juridiquement, la vraie difficulté, c'est de définir ce qu'est une information privilégiée. C'est-à-dire, c'est pas juste un secret? Pas seulement. Nos textes se le servent à une décision super importante de la justice européenne, la jurisprudence Lafonta. Lafonta, d'accord. La question posée au juge était épineuse. Pour qu'une info secrète soit considérée comme privilégiée et donc interdite, est-ce qu'il faut savoir d'avance si elle va faire monter ou baisser l'action? C'est une vraie bonne question. Parce que parfois, une boîte annonce un super plan de restructuration et le marché panique et fait plonger le cours. Exactement. Eh bien, la Cour a tranché en créant la notion de l'investisseur raisonnable. Il dit quoi, cet investisseur raisonnable? Il dit qu'il n'est absolument pas nécessaire de pouvoir prédire la direction du cours. L'investisseur n'est pas un devin. D'accord. Ce qui compte, c'est juste de savoir si l'information est assez massive pour qu'un investisseur l'intègre dans sa décision. Si ça va secouer le titre, peu importe dans quel sens, l'utiliser en secret, c'est un délit. Ah ouais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en parlant d'informations qui secouent le marché, notre exploration documentaire se penche sur un séisme très récent, l'affaire GameStop. Ah, GameStop, un cas d'école. Là, on sort complètement du cadre classique du délinquant en costume-cravate. Pour résumer l'affaire, d'énormes fonds spéculatifs pariaient massivement sur la faillite de cette chaîne de magasins de jeux vidéo. Ils utilisaient la vente à découvert. Ils gagnaient de l'argent si l'action s'effondrait. C'est ça. Sauf qu'une immense communauté de petits investisseurs, sur des forums internet, s'est organisée. Sur Reddit, notamment.
Ouais, ils ont acheté des millions d'actions tous ensemble pour faire exploser le cours. Ça a provoqué une panique chez les grands fonds qui ont dû racheter leur position à perte, le fameux short squeeze. Une vraie rébellion. Mais nos sources posent une vraie colle philosophique sur GameStop. Ces internautes, ils n'ont pas menti. Ils ont juste dit publiquement sur Internet, on achète tous ensemble. Alors, est-ce vraiment de la manipulation de marché au sens légal, ou juste une action collective qui a fait exploser le système inné? Ce qui est fascinant ici, c'est l'impuissance de la loi face à ce phénomène. Impuissant, ça. Complètement. Le règlement MAR a été conçu pour punir la diffusion de fausses rumeurs ou les transactions artificielles. Ce qui n'est pas le cas ici. Non, dans l'affaire GameStop, des milliers de personnes réelles achetaient réellement, avec leur propre argent. Ils aimaient juste l'action, quoi. C'est ça. Mais l'objectif profond de la régulation, c'est de maintenir la corrélation entre le prix d'un titre et la valeur économique réelle de l'entreprise. Pour garder la confiance. Exactement. Quand une action s'envole à des centaines de dollars alors que l'entreprise peine à payer ses loyers, la fonction même du marché est détruite. La confiance s'effondre. Donc, même sans mensonge, le simple fait d'animer le marché dans le seul but de coincer d'autres investisseurs, ça crée une zone grise. Une immense zone grise. Et c'est précisément pour surveiller ces dérives qu'une architecture de contrôle assez colossale a été mise en place au fil du temps. Une architecture qui, si j'ai bien compris, a été complètement repensée après la crise de 2008. Ah, la crise des subprimes a agi comme un électrochoc. Avant 2008, on croyait beaucoup à l'autorégulation. On pensait que les banquiers étaient trop intelligents pour faire faillite. C'est un peu ça. Mais après la chute de Lehman Brothers, la finance est devenue un domaine sous très, très haute surveillance. Et en Belgique, ça s'est traduit par un modèle spécifique, c'est ça, hein? Le modèle Twin Peaks, les deux sommets. Le modèle à deux têtes, oui. J'essaie de me représenter ça. S'il y a deux sommets, il y a une séparation des pouvoirs. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à la sécurité d'une boîte de nuit? Comment ça? Le premier sommet, la BNB, la Banque nationale de Belgique, ce serait l'architecte, celui qui vérifie que le bâtiment ne va pas s'effondrer sous le poids des danseurs. C'est une très bonne image. La BNB fait du contrôle prudentiel. Elle scrute les bilans des banques pour vérifier qu'elles ont assez de fonds propres. Pour éviter le risque systémique. Voilà. Elle s'en fiche un peu de savoir si le client est content. Elle veut juste que la banque ne fasse pas faillite demain. Et donc, le deuxième sommet, c'est la FSMA. Le videur de la boîte de nuit. Le videur est le superviseur des tables de jeu, oui. La FSMA contrôle les règles de conduite. Elle traque les abus de marché, elle vérifie la publicité, elle protège le consommateur. Elle peut même interdire des produits toxiques à l'entrée. Tout à fait. Et c'est la même logique au niveau européen, avec l'ESMA pour les marchés et l'EBA pour les banques. Ok. Donc on a une super sécurité. Mais nos documents parlent d'un concept psychologique vital, l'expectation gap, le fossé des attentes. Qu'est-ce que c'est? C'est la différence énorme entre ce que le public attend du régulateur et la réalité. Les gens pensent qu'il y a zéro risque. Souvent, oui. Le public s'imagine que si la FSMA approuve un prospectus, le rendement est garanti. Ah, la grosse erreur. Or, le régulateur n'est pas là pour vous empêcher de faire un mauvais choix économique. Il crée un cadre de confiance, mais si vous investissez dans une start-up qui coule, personne ne vous remboursera. C'est à nos risques et périls, quoi qu'il arrive. Exactement. Bien, nous avons les outils, nous avons les règles, nous avons les gendarmes avec leurs deux sommets, mais là, on arrive à la partie la plus folle de notre analyse. Le grand virage. Ouais. Aujourd'hui, l'Europe veut changer le but même de la finance. Passer d'une croissance court-termiste à la survie de la planète. C'est la révolution de la finance durable, le fameux Green Deal européen. C'est ça. Mais pendant des années, le vert, c'était juste du marketing, non? Planter 3 arbres sur une brochure, le greenwashing habituel. C'était le cas. Mais l'Europe a décidé de sévir avec les critères ESG, environnemental, social, gouvernance, et surtout avec la taxonomie européenne. C'est quoi cette taxonomie? C'est un immense dictionnaire, très strict. Il classe scientifiquement ce qui est vraiment durable et ce qui ne l'est pas. Fini le greenwashing. D'accord. Et les textes mentionnent une notion clé, la double matérialité. Historiquement, une entreprise devait juste dire si le changement climatique allait impacter ses propres profits. Oui, par exemple, si son usine risque d'être inondée. Voilà. Mais la double matérialité, c'est l'inverse aussi, non? C'est exactement ça. L'entreprise doit désormais prouver et mesurer l'impact de ses activités sur le climat et la société. C'est un changement de paradigme total. Cela soulève une question cruciale d'ailleurs, parce qu'on pourrait croire que ça ne touche que les multinationales avec la directive CSRD. Mais non. Ah non, c'est l'effet cascade. Ah, raconte-moi ça. Les grandes banques doivent désormais mesurer l'empreinte carbone de tout leur portefeuille de clients.
Donc, si une petite PME locale demande un prêt pour des camionnettes, la banque va exiger ces données écologiques. Sérieusement? Même le petit artisan du coin? Oui, s'il pollue trop, la banque refusera le crédit ou montera les taux. Les PME sont forcées de s'adapter sous peine d'asphyxie. Waouh! Alors qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Est-ce qu'on n'est pas en train d'étouffer les entreprises sous une bureaucratie dingue alors qu'on sort à peine des crises énergétiques? Si on relie ça à une vision plus globale, c'est une vraie tension, c'est clair. La transition demande d'abandonner les énergies fossiles très vite. Sans forcément en avoir les moyens tout de suite. C'est ça, le choc entre l'urgence climatique et la réalité économique est brutal. Mais l'Europe utilise ce qu'on appelle le Brussels effet. L'effet Bruxelles. Elle espère que ces normes strictes vont devenir le standard mondial, parce que tout le monde veut accéder au marché européen. Quel voyage intellectuel quand on y pense. On est parti de la petite boulangerie et de la différence entre action et obligation. Mhm. On a frissonné avec la rébellion de GameStop et les délits d'initiés. On a vu les videurs de la FSMA filtrer le marché avec le modèle Twin Peaks. Et on a fini sur le sauvetage du climat. C'est dingue. Quand on voit l'ambition de cet effet Bruxelles et l'imposition de la taxonomie, on peut se poser une question fascinante pour clôturer. Laquelle? Et si, au final, le véritable pouvoir de sauver le climat ne se trouvait pas dans les mains des politiciens lors des sommets internationaux, mais plutôt dans les fichiers Excel des contrôleurs financiers et des régulateurs qui réécrivent en silence l'ADN du capitalisme? C'est une pensée très provocatrice. Eh bien, ça laissera nos auditeurs cogiter. C'était une exploration dense et éclairante. Merci d'avoir décortiqué tout ça. Gardons l'œil ouvert et à très vite pour une nouvelle analyse approfondie.